Un membre du club de motards Outlaw a été condamné à mort, et 2 autres ont été condamnés à la prison à perpétuité pour le meurtre atroce d'un courtier immobilier allemand dont le corps démembré a été retrouvé dans un congélateur à Pattaya l'année dernière. Le tribunal provincial de Pattaya a initialement prononcé des peines de mort, vendredi, à l'encontre des 3 accusés impliqués dans le meurtre de Hans-Peter Walter Mack, âgé de 62 ans, en juillet de l'année dernière. Ce crime, qui a choqué l'opinion publique, a fait la une des médias internationaux. 2 des accusés ayant avoué leur crime, le tribunal a commué leur peine en réclusion à perpétuité. Le corps démembré de Mack a été retrouvé dans un congélateur, dans une maison du Tambon Nong Pru, dans le district de Bang Laming, le 10 juillet de l'année dernière, par des enquêteurs qui suivaient des pistes basées sur des enregistrements de caméras de surveillance. Mack n'avait plus été vu par sa famille depuis le 4 juillet. Les enquêteurs ont ensuite arrêté 2 ressortissants allemands, Olaf Thorsten, 52 ans, et Petra Christel Gringref, 54 ans, ainsi qu'un Pakistanais naturalisé thaïlandais, Zaruk Karimudin, 27 ans. Ils ont été accusés de vol et de meurtre avec préméditation. Selon la police, le trio avait enlevé et tué Mack avant de transférer 3,35 millions de bahts depuis le compte bancaire de la victime. Lors des interrogatoires, les 3 suspects ont nié toute implication. Mais la police en charge de l'affaire a affirmé avoir recueilli des preuves suffisantes pour les inculper. Les procureurs les ont poursuivis pour meurtre avec préméditation et dissimulation de cadavres, après avoir reçu le rapport de police. Au cours du procès, Brinkman et Madame Gringref, les premiers et deuxièmes accusés, ont avoué leur crime. Le tribunal a donc commué leur peine en réclusion à perpétuité en raison de l'utilité de leurs aveux. Hudin, quant à lui, a continué de clamer son innocence. Dans une affaire connexe, un autre suspect allemand, identifié uniquement comme Enrico, a été condamné à 6 ans de prison pour blanchiment d'argent et recel de biens volés, après avoir accepté des virements liés au crime de la part de Brinkman. Le gouvernement déterminera où seront situés les complexes casino-divertissement afin de garantir l'équité entre les soumissionnaires du projet, si le projet de loi légalisant les jeux de hasard dans le pays est adopté, a déclaré le vice-ministre des Finances, Julapin Amornviva. Si les emplacements sont choisis par le gouvernement, cela permettra aux investisseurs de rivaliser équitablement lors de l'appel d'offres. Cela évitera que les spécifications ou les conditions de l'appel d'offres soient conçues pour favoriser un soumissionnaire particulier, a expliqué M. Julapin. Certains investisseurs pourraient posséder leur propre terrain et souhaiter qu'un complexe casino-divertissement soit construit sur leur propriété, a-t-il ajouté. Il a précisé qu'un comité gouvernemental décidera du nombre de complexes à construire dans le pays. Une fois ce nombre défini, le comité soumettra la proposition au cabinet pour approbation, comme stipulé dans la version actuelle du projet de loi. Ce projet sera un tournant, car il contribuera à stimuler le tourisme, avec une augmentation prévue des dépenses des touristes, a déclaré M. Julapin. Un investissement d'au moins 100 milliards de bahts sera nécessaire pour un tel complexe, et le projet stimulera l'économie. La construction devrait prendre 3 à 4 ans et augmenter le PIB de 0,2% par an. Une fois le complexe opérationnel, il devrait également faire progresser le PIB de 0,7%, a-t-il ajouté. Selon une étude de la Fiscal Policy Office, l'établissement de complexes de divertissement en Thaïlande pourrait attirer 5 à 20% de touristes étrangers supplémentaires, augmentant le taux de dépenses moyen par visiteur de 40 000 bahts à 60 000 bahts. Le gouvernement poursuit activement le projet de loi visant à créer des complexes de divertissement et à autoriser l'exploitation légale de casinos en leur sein. Une consultation publique sur le projet de loi a été achevée en août. Le texte, accompagné des retours requis, devrait être soumis au cabinet d'ici la fin de l'année, selon le ministère des Finances. Le projet de loi, qui comporte 65 articles, stipule qu'un complexe de divertissement doit obtenir une licence pour fonctionner, valable pour une durée maximale de 30 ans. Les exploitants devront payer 5 milliards de bahts pour s'enregistrer, ainsi qu'un paiement annuel de 1 milliard de bahts. Chaque complexe sera évalué tous les 5 ans. Après 30 ans, la licence pourra être renouvelée pour une durée supplémentaire de 10 ans. Les personnes âgées de moins de 20 ans ne seront pas autorisées à accéder à ces lieux. Les complexes seront ouverts à tous les étrangers, mais les Thaïlandais devront s'acquitter d'un droit d'entrée de 5 000 bahts. Le projet de loi prévoit également la création d'un conseil de politique, présidé par le Premier ministre,
qui sera chargé de fixer les règles et réglementations encadrant les complexes de jeux. 5 lieux sont envisagés comme sites potentiels, 2 à Bangkok, un dans le corridor économique de l'Est, un à Chiang Mai et un à Phuket. M. Julapin avait précédemment indiqué que le ministère tiendrait des discussions avec les partenaires de la coalition pour les convaincre de soutenir le projet des complexes casino-divertissement. Ce projet fait partie de la déclaration de politique du gouvernement dirigé par le Pheu Thai, présentée par la première ministre Paetongtarn Shinawatra au Parlement le 12 septembre. Le leader de Bumjete, Anutin Charnvirakul, a déclaré plus tôt que le projet de casino devait être discuté avec les partenaires de la coalition avant d'être soumis au cabinet. Un avertissement lancé par un homme pourrait éveiller le désir d'élection générale chez un autre, bien qu'aucun scrutin ne soit en vue. Certains politiciens sont troublés par ce qu'ils perçoivent comme une possibilité d'élection anticipée, alimentée par une fracture émergente entre les partis au pouvoir, Pheu Thai et Bumjete. Les relations entre les deux partis ont été généralement amicales depuis la formation du gouvernement après les élections générales de l'année dernière. Bumjete a obtenu le prestigieux ministère de l'Intérieur, ainsi que d'autres portefeuilles ministériels convoités. Le poste de ministre de l'Intérieur est occupé sans interruption par le leader du parti, Anutin Charnvirakul, d'abord sous le gouvernement de Srettha Thavisin, puis sous l'administration actuelle dirigée par Paetongtarn Shinawatra. Le ministère de l'Intérieur confère une influence considérable au sein du gouvernement. Traditionnellement réservé aux partis au pouvoir, ce poste a été attribué par Pheu Thai à Bumjete, une décision perçue comme une reconnaissance de la position de force de Bumjete en tant que négociateur. Cependant, les relations entre les deux partis ont été mises à l'épreuve à plusieurs reprises. Sous le gouvernement précédent, le Premier ministre Srettha avait annoncé son intention de reclasser le cannabis en tant que stupéfiant, remettant en cause la politique de dépénalisation menée par Bumjete en 2022. La tension s'était apaisée lorsque Pheu Thai avait accepté de soutenir une loi régulant l'utilisation du cannabis à des fins médicales et de recherche, ce qui signifiait que la plante resterait exclue de la liste des stupéfiants. Avec la transition vers l'administration actuelle, de nouvelles frictions ont émergé, notamment sur la question du référendum pour modifier la Constitution. Le Sénat, composé de nombreux membres liés à Bumjete, a bloqué une proposition de Pheu Thai visant à réduire la majorité nécessaire pour adopter un référendum, suscitant des accusations de manipulation de la part de Bumjete. Un autre point de tension concerne la controverse autour des terres de Khao Kradong dans la province de Buriram, bastion politique de Bumjete. Le différend oppose la State Railway of Thailand, SRT, sous la tutelle de Pheu Thai, au département des terres, Dol, supervisé par Anutin en tant que ministre de l'Intérieur. Ce conflit touche directement la famille Chitchob, fondatrice de Bumjete et impliquée dans des activités économiques dans la région. Face à ces tensions, certaines voix au sein de Pheu Thai, comme le député Chertchetan-Tizirin, ont évoqué la possibilité de dissoudre la Chambre si les désaccords persistent, mais cette hypothèse a été écartée par des figures importantes du parti, comme le vice-premier ministre Fintam Wechayachai, qui a souligné que la coalition reste solide. L'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra a récemment critiqué les partenaires de la coalition pour leur manque de coopération, notamment leur absence lors d'une réunion cruciale du cabinet. Il a exhorté ces partis à s'engager pleinement ou à quitter la coalition, des propos qui ont été largement ignorés par les partis visés. Selon des analystes, ces tensions reflètent les stratégies politiques en préparation des prochaines élections. Les partenaires de la coalition, bien que temporairement alliés, poursuivent leurs propres agendas et se positionnent pour affronter Pheu Thai lors du prochain scrutin. En fin de compte, le gouvernement dirigé par Pheu Thai semble tirailler entre maintenir la stabilité et affirmer son autorité sur ses partenaires, alors que les élections approchent et que les alliances actuelles se transformeront inévitablement en rivalité. Un groupe de travail des Nations Unies a encouragé la Thaïlande à renforcer ses mécanismes juridiques pour protéger les femmes de tous horizons, bien que des progrès aient été réalisés dans la protection des droits des femmes et des filles. Le groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles a tenu un événement médiatique la semaine dernière pour présenter ses conclusions préliminaires après une visite de 12 jours auprès des parties prenantes à Bangkok, Mae So, Chiang Mai et Athy, du 2 au 13 décembre. Composé de 5 experts indépendants, le groupe a été invité par le gouvernement thaïlandais pour évaluer les avancées et les défis dans la réalisation de l'égalité des genres et l'élimination des discriminations.
Les informations seront collectées jusqu'à fin février, et un rapport complet sera présenté au Conseil des droits de l'homme de l'ONU en juin 2025. Enalu et Ivana Krstic, expertes du groupe de travail, ont souligné plusieurs domaines nécessitant des améliorations. Nous souhaitons que l'engagement du gouvernement se traduise en actions concrètes, a déclaré Madame Lu, ajoutant que la violence fondée sur le genre reste omniprésente, en particulier chez les femmes vulnérables. C'est encore une grande préoccupation, a-t-elle ajouté. Madame Krstic a insisté sur le fait que lutter contre la violence basée sur le genre ne se limite pas à adopter de bonnes lois, mais implique également une mise en œuvre efficace des lois et une protection adéquate des survivantes. Disparité des ressources. Le rapport a également exprimé des préoccupations concernant l'absence de mise en œuvre efficace d'un budget sensible au genre, crucial pour répondre aux besoins diversifiés des femmes et des filles. Les politiques ne sont pas adaptées pour répondre aux besoins spécifiques des communautés locales. Les disparités de ressources limitent l'accès aux droits et aux services essentiels pour les femmes et les filles, en particulier dans les régions frontalières et les provinces du Sud, indique le rapport. Le rapport souligne également que la violence fondée sur le genre reste répandue, avec un accès limité à la justice. Chaque année, plus de 30 000 cas de violences sexuelles contre des femmes et des filles sont enregistrés, mais seuls environ 5 000 sont signalés à la police, et seulement 1 500 aboutissent à des arrestations. De 2013 à 2022, le département des affaires féminines et du développement familial a enregistré 14 495 incidents de violences domestiques, touchant 13 535 victimes, dont 11 162 femmes. En 2022, seulement 158 plaintes pour violences domestiques ont été déposées auprès de la police, et seulement 10 affaires ont été portées devant les tribunaux en vertu de la loi sur la protection des victimes de violences domestiques, révélant un écart significatif entre les incidents signalés et les poursuites engagées. Le rapport a également mis en lumière l'augmentation des violences fondées sur le genre facilitées par la technologie, notamment le harcèlement sexuel en ligne, le doxing et le cyberharcèlement, qui ciblent fréquemment les filles, les femmes politiques et les défenseurs des droits humains. En outre, le groupe a exprimé des inquiétudes concernant les mutilations génitales féminines pratiquées dans certaines régions de la Thaïlande, notamment dans les provinces frontalières du Sud, où aucune loi ne les interdit ni statistique officielle n'en recense la prévalence. Groupe marginalisé. Le groupe de travail a également exprimé des préoccupations quant à la discrimination multiple subie par les femmes et les filles issues de groupes marginalisés, notamment les réfugiés, les migrantes, les minorités ethniques et religieuses, les apatrides, les personnes handicapées, les personnes LGBT+, les victimes de traite humaine, les travailleuses du sexe et celles vivant avec le VIH-Sida. Ces défis croisés conduisent souvent à un accès inégal à la justice, à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi, perpétuant des cycles de vulnérabilité et d'exploitation, ont-ils déclaré. Ils ont exhorté le gouvernement à prendre des mesures audacieuses pour traduire ces engagements juridiques en actions significatives. Ils ont également encouragé la décriminalisation des travailleuses du sexe, ce qui pourrait réduire la corruption et l'extorsion sexuelle, en particulier envers les femmes sans papier qui rencontrent des obstacles pour accéder à la justice et aux services de soutien. Recommandations. Le groupe de travail a recommandé au gouvernement d'intensifier la formation des forces de l'ordre et des magistrats sur des approches centrées sur les victimes et antidiscrimination, notamment dans les zones rurales et frontalières. D'élargir l'accès aux refuges gouvernementaux pour toutes les femmes et les filles, sans discrimination. De créer des abris de moyen et long terme pour les victimes et d'augmenter les ressources allouées aux centres de crise du ministère de la Santé publique, en particulier dans les zones éloignées. De garantir aux victimes une compensation rapide sans dépendre du respect volontaire des auteurs. De renforcer les partenariats avec les organisations de la société civile et les défenseurs des droits des femmes, tout en assurant leur protection contre toute forme de harcèlement, intimidation ou menace. En veillant à ce qu'aucune femme ou fille ne soit laissée pour compte, la Thaïlande doit traduire ses promesses constitutionnelles en réalité, se positionnant comme un modèle d'égalité des genres dans la région, a déclaré le groupe de travail.